Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Marie-Thérèse Altermat-Massin, qui est chef d'entreprise et présidente du Conseil des Mariannes de la République. Nous sommes toujours en compagnie d'Alain Edoko, producteur du festival CNC, et notre éditorialiste Malik Acher. Place à l'économie. Un sommet extraordinaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine s'est tenu ce lundi à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une rencontre capitale pour les 8 États membres qui souhaitent aboutir à une meilleure compétitivité des activités économiques. Il a notamment été question des rumeurs autour d'une dévaluation du franc CFA. Les précisions dans ce reportage d'Olivier Conan, correspondant en Côte d'Ivoire. Le franc CFA ne sera pas dévalué. Les chefs d'État de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, l'ont affirmé par l'entremise du président Alassane Ouattara. Le président en exercice de l'UEMOA a expliqué que la situation économique ne menace pas la monnaie commune. Le taux de croissance en 2016 a atteint 6,8%, soit 4 fois la moyenne des pays d'Afrique subsaharienne. L'inflation est maintenue en dessous de 2%. Nous avons constaté que notre monnaie se porte bien. La zone UEMOA a des réserves de change qui représentent plus de 5 mois d'importation. Alors que, en général, la règle retenue dans le monde entier est d'environ de 3 mois d'importation. Donc il faudrait que tous les fantasmes et toutes les informations fallacieuses qui circulent sur la solidité et donc la pérennité de notre monnaie soient bien expliquées. Participant aux travaux du sommet, le gouverneur de la BCEAO, Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, explique que toutes les mesures sont prises pour assurer une liquidité adéquate du système bancaire. Avec l'augmentation des besoins du système bancaire, la liquidité simple qui est injectée toutes les semaines ne sera certainement pas suffisante. C'est pour ça que nous avons engagé une augmentation importante des fonds propres du système bancaire qui doit en principe être effectuée avant le 30 juin 2017. Et nous pensons qu'au-delà des problèmes de trésorerie, il y a effectivement des problèmes de financement, de niveau de financement au niveau du système bancaire que nous essayons de régler. Le sommet extraordinaire des chefs d'État a également désigné le Nigérien Abdallah Bourema comme nouveau président de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine en remplacement de son compatriote Cheikh Hadjibou Soumaré. Malik, le débat autour de cette dévaluation du franc CFA a finalement été très important au sein de ce sommet extraordinaire. Finalement, est-ce que maintenant le débat est clos d'évaluation du franc CFA ? Écoutez, il semble être clos, mais je pense que ça va être un sujet qui va revenir sur la table. D'ailleurs, même des pays qui ne sont pas forcément membres de cette organisation et qui ont, par exemple, qui commercent avec le franc CFA, n'y trouvent pas leur compte. Et quand on voit que l'Afrique centrale, qui utilise une autre forme de franc CFA, a aussi clos cette question de la dévaluation, on a aussi la BEAC, la Banque centrale des États de l'Afrique centrale, qui a confirmé que la consolidation des réserves de change demeurait un des objectifs de la politique monétaire. Donc finalement, pour ou contre cette dévaluation, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez, tant que la bonne santé économique de la zone UEMOA est effective, je pense que ce n'est pas d'actualité. On est sur un taux de 7% généralement dans cette zone-là, une croissance qui est importante. Après, il y a des correctifs qu'il faut apporter, la croissance inclusive, l'amélioration des échanges interafricains pour permettre à cette zone justement d'être encore plus boostée sur le plan économique. Après, c'est vrai que c'est un débat d'experts et je n'aurais pas cette prétention de proposer une autre alternative au franc CFA, mais il faut se poser la question sur certaines questions. Et qu'est-ce que changerait cette dévaluation finalement? Ça permettrait justement à certains produits, à certains pays d'être plus compétitif sur le plan de l'exportation. Mais après, il faut voir. Vous savez, quand vous êtes dans une zone monétaire, vous n'êtes pas tout seul. Et certains paramètres économiques font que certains pays n'y voient pas forcément d'une bonne chose, une dévaluation. Donc impossible de parler d'une seule voix autour de cette question de dévaluation? Il me semble, parce que certains pays n'ont pas la même structure d'importation et d'exportation des produits. Donc, et quand la Côte d'Ivoire dit non, tout le monde doit dire non? Eh bien, écoutez, ils sont souverains, normalement, certes. Mais c'est vrai que cette question-là
peut être négatif dans le sens où il y aura peut-être des divergences, et je ne souhaite pas du tout la dislocation de cette zone de l'UEMOA, mais il y a certains points qu'on peut éclaircir quand même sur le franc CFA. Et il ne faut pas se voiler la face, on a le droit d'aborder certains sujets qui fâchent, notamment celle des réserves qui sont justement à 50% déposées en Banque de France. Il y a des choses qui doivent être encore mises sur le tapis et le dialogue, rien que le dialogue doit prévaloir dans ce genre de discussions. On va à présent parler du Kenya, dans le comté de Trans-Nzoia, situé à l'ouest du pays. Des chenilles destructrices de récoltes empêchent le développement des champs de maïs. Au moment où le pays connaît une période de sécheresse sans précédent, le gouvernement et les agriculteurs cherchent des solutions afin d'éviter le pire. Explication de Marcel Farba-Maroun. Au Kenya, plusieurs terres agricoles sont la cible d'insectes ravageurs. Parmi elles, le comté de Trans-Nzoia, réputé comme l'un des greniers les plus importants du pays. Pour l'heure, il est préconisé l'utilisation de pesticides dans le cadre d'une campagne visant à éradiquer ce fléau. C'est le cas de cet agriculteur kényan, Elkana Lunani, à qui il reste encore du chemin pour totalement éliminer ces chenilles. Cela fait 20 ans que je pratique l'agriculture et je n'ai jamais vu ce genre de ravage. C'est la première fois. Nous avons connu d'autres insectes destructeurs qui furent très faciles à repousser, mais ceux-là sont très difficiles à contrôler. Par exemple, sur 100 maïs plantés, environ 50% peuvent être détruits parce que l'infestation est assez élevée. L'invasion de ces insectes au Kenya arrive au moment le plus inopportun. Le pays souffre en effet d'une sécheresse sans précédent qui a touché près de 3 millions de personnes et qui pourrait s'accroître d'ici les 5 prochaines années. Selon le gouvernement kényan, des enquêtes sont menées et des pesticides plus efficaces seront distribués une fois les essais terminés. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de cibler et de faire une intervention sérieuse dans des secteurs où la semence est la mieux produite. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé ce programme dans le comté de Trans-Nzoia, parce que c'est la seule façon de sauver la production. Le maïs est la culture préférée de ces chenilles et c'est un élément essentiel chez nous. Originaire d'Amérique du Nord et du Sud, cette chenille dévastatrice se répand assez rapidement en Afrique et pourrait atteindre l'Asie et la Méditerranée au cours des prochaines années. Malik, ces chenilles appelées chenilles d'automne et chenilles processionnaires ou les chenilles légionnaires, plusieurs noms compliqués pour résumer en tout cas, ça détruit les récoltes. Comment on y fait face aujourd'hui ? Déjà, il faut déplorer un manque de coordination entre les États. En plus, nous sommes dans une région qui est soumise à des aléas climatiques assez importants et malheureusement, nous avons vu les derniers développements dans la région concernant certains problèmes de sécurité alimentaire. Donc, comment on agit ? On agit avec une concertation régionale et parce que si vous voulez, c'est-à-dire que si un pays agit de sa propre volonté, ce qui est légitime, comme le Kenya qui va par exemple propager des pesticides ou autres pour lutter contre la chenille, ça n'a pas fonctionné. Donc il faut se réunir. Je pense qu'il y a un problème de prospective en Afrique, malheureusement. Ces chenilles-là ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Il y a certaines alertes qui indiquent qu'effectivement, certains fléaux vont venir. Alors je ne dis pas, malheureusement, il est très difficile parfois de combattre certaines réalités. Mais là, je pense qu'on aurait pu, alors sans jeter l'opprobre sur le gouvernement kényan, je pense qu'on aurait pu être beaucoup plus actif en amont. Parce que vous avez certains indicateurs qui font le développement des larves, la destruction de certaines cultures en amont, dans certaines régions, font qu'on aurait pu réagir beaucoup plus vite. Et le problème, la prospective, c'est le véritable problème en Afrique, et notamment sur le volet agricole, c'est qu'on a du mal justement en amont à gérer ces problèmes-là. Alors que, bon, bien évidemment, dans les pays dits développés sur le plan économique, ces problèmes-là sont gérés en amont parce que les moyens font que la coordination fait. Mais il y a même le Brésil qui a été confronté à cette chenille et qui n'a pas réussi à endiguer ce phénomène. Le Brésil est sur toute autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un problème de déforestation qui a impacté justement certains phénomènes et qui a amplifié certains phénomènes néfastes pour l'agriculture. Donc c'est vrai que c'est autre chose. Mais malheureusement, manque de coordination encore une fois pour ce volet-là. Et la Zambie, par exemple, les autorités ont fait appel à l'armée pour contenir cette invasion de cette larve qui met en péril la sécurité alimentaire du pays. Finalement, jusqu'où pourra aller le Kenya, d'après vous, Malik ?
Écoutez, l'armée, je ne sais pas si elle a cette capacité, par exemple, parler de la Zambie, justement, de restreindre ces problèmes. Nous savons que les actions qui doivent être mises en place pour préserver justement les cultures, ce sont des actions qui doivent être mises en place par le ministère de l'Agriculture. Alors, avoir recours à l'armée sur le plan logistique, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Si le pays n'a pas ces moyens-là pour justement faire face à ces problèmes-là, pourquoi pas avoir cette logistique de l'armée pour aider justement à la préservation des terres agricoles ? Je demande à voir, mais malheureusement, on est toujours sur le fait accompli. Et on constate malheureusement trop tard qu'on n'a pas été assez rapide et assez efficient en amont. On va à présent passer à notre chiffre du jour. 3 et 4, l'économie du Cap-Vert connaîtra une croissance comprise entre 3 et 4% en 2017, contre 3,9% l'année dernière. Des chiffres qui ont été indiqués par la Banque centrale du pays. Cette performance a été soutenue par le dynamisme de plusieurs secteurs, notamment le secteur public, le fiscal, l'agriculture ou encore le logement. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres facteurs qui stimulent ce dynamisme capverdien ? C'est le volet touristique qui est important au Cap-Vert. Alors, du fait du territoire et de la spécificité du territoire, attention à développer certaines formes de tourisme et ne pas développer dans le tourisme de masse qui pourrait justement, et on parlait de l'environnement, qui pourrait altérer l'environnement au Cap-Vert si on prolonge cette volonté justement de faire du tourisme de masse. Parce que malheureusement, cette activité a pris... cette activité a pris beaucoup de proportions ces dernières années et d'ailleurs la marbellisation de certaines côtes au Cap-Vert c'est assez inquiétant. Alors bien évidemment, il faudrait justement permettre au secteur agricole d'être davantage développé pour cette île, mais vous savez, quand vous êtes une île, vous avez certaines restrictions et malheureusement c'est peut-être un peu du déterminisme de dire ça, mais vous n'avez pas 50 000 choix pour développer votre économie. Et souvent, ce qui est fait, c'est surtout sur le volet fiscal. Nous connaissons par exemple l'île Maurice qui a développé ce volet fiscal et qui est parvenu à un développement... Un modèle finalement à suivre, puisque son économie est dynamique. Ça reste à débattre, parce que la dérégulation financière fait que parfois, on se demande si ce modèle de développement est à suivre, mais pourquoi pas, peut-être, mais bien évidemment, en espérant qu'il y ait un peu plus de transparence dans ce domaine-là. Pour la Côte d'Ivoire. On parle aussi pour le Cap-Vert, on parle aussi du financement du secteur privé, la confiance des acteurs économiques aujourd'hui autour de cette île qui contribue à la bonne santé économique. C'est la bonne gouvernance qui fait tout. Vous savez, on a eu quand même ces dernières années une volonté politique de bonne gouvernance au Cap-Vert, il faut le souligner. Et puis, c'est un pays qui essaye, malgré... ô combien j'ai du respect pour ce pays, malgré sa superficie, malgré son poids démographique limité, a un potentiel extraordinaire, parce qu'il est situé aussi, il faut le dire, dans une situation géographique privilégiée, pas très loin des côtes du Sénégal, pas très loin aussi de l'Europe, et pas très loin du golfe de Guinée. Ça peut être entre guillemets, une plaque tournante pour l'Afrique, et notamment sur le plan des exportations portuaires. Ça peut être un relais assez intéressant. Après, je ne suis pas économiste, mais il faudrait étudier cette possibilité. Quand on voit qu'au niveau du tourisme, le pays se développe davantage autour de ce secteur, est-ce que c'est pour concurrencer d'autres pays voisins comme le Sénégal ? Oui, bien évidemment. Vous savez, dans la concurrence économique, il y a cette volonté justement de se dépasser. Alors, le Sénégal a d'autres atouts pour d'autres domaines sur lesquels le Sénégal peut miser, notamment sur les produits manufacturés, l'exportation des produits manufacturés, parce que c'est un pays sur le plan concurrentiel, sur le plan du coût du travail qui est assez intéressant et qui peut jouer sur un autre tableau. On ne peut pas comparer. Il n'y a pas de concurrence finalement parce que chacun a son Il y a toujours une concurrence entre les pays, mais prédilection. c'est-à-dire que la spécification du Sénégal peut être autre que justement sur le plan fiscal ou autre. Alors pour le tourisme, effectivement, ça c'est la grande bagarre. Vous savez qu'en Méditerranée, qui est le premier foyer touristique au monde, la bagarre est sans pitié, j'allais dire, sans merci, pardon. Certains pays justement essaient justement de se spécialiser sur certaines voies, sur certains secteurs touristiques pour permettre d'avoir l'afflux de touristes le plus important possible. Alors, tourisme durable, écotourisme, c'est par exemple à la mode, c'est ce qui permet à certains pays de sortir du lot. Pourquoi pas le Cap-Vert ?
Et merci, c'est à présent la fin de cette émission. Le dossier de ce mercredi sera consacré aux déchets électroniques transformés en objets utilitaires en Côte d'Ivoire. Merci à nos invités. Merci beaucoup, Marie-Thérèse Altermat-Massing, chef si je peux placer un mot, oui, j'aimerais profiter pour vous annoncer la 4e édition du Salon de l'entrepreneuriat qui se tiendra du 8 au 10 juin sur les Champs-Élysées. Merci beaucoup pour ces précisions et merci à vous, Monsieur Alain Edoko, qui est producteur du festival CNC. Oui, merci évidemment aussi de m'avoir reçu. N'oubliez surtout pas qu'à Kribi, cité balnéaire du Cameroun, il y aura le festival CNC du 4-5-6 mai. Vous êtes tous invités parce que c'est open. Merci pour ces invitations et merci enfin à notre éditorialiste Malik Achar pour toutes ces précisions. Merci Diarra, ce fut un plaisir d'avoir été parmi vous. Et merci à vous, bien entendu, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'Africa Newsroom. Et surtout, restez sur Africa 24, l'information se poursuit sur notre antenne.